Alors, bienvenue à vous qui participez à ce talk qui est consacré à l'empowerment au féminin. Cette session sera donc dédiée à cette thématique, au moment combien crucial de la mobilisation du savoir-faire des femmes, qui souvent évoluent isolées, soit dans des univers qui sont majoritairement masculins, et soit ne reçoivent pas le soutien qui est nécessaire, le coup de pouce qui est nécessaire pour maintenir leurs activités professionnelles ou tout simplement les démarrer. Alors, qu'est-ce que l'empowerment au féminin? L'empouvoirment, c'est le processus par lequel un individu acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action. Et l'empowerment au féminin concerne donc les femmes et leur capacité à s'émanciper par elles-mêmes. Et cela va bien au-delà de l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que l'empowerment est nécessaire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler encore aujourd'hui? Il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré les avancées enregistrées, il y a encore 62 millions de filles qui sont privées de leur droit à l'éducation. Vous avez un demi-milliard de femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Vous avez dans 155 pays des lois qui conservent des dimensions discriminatoires à l'égard des femmes. Les stéréotypes de genre dans le travail et les inégalités salariales persistent. Les injonctions sociales demeurent. La confiance des femmes reste fragile et le plafond de verre ne semble pas disparaître d'aussitôt. Le débat d'aujourd'hui est important car il va nous permettre de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et les différentes observations qui sont faites. Alors, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui parmi nous des femmes formidables, des femmes entrepreneurs africaines et de la diaspora africaine. Elles partageront avec nous leur expérience et leurs observations. Avant de commencer à les présenter, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Karen Kaneza. Je suis la co-chairman d'une organisation qui s'appelle The African Diaspora Youth Forum en Afrique. C'est une organisation qui compte près de 110 organisations de jeunesse de la diaspora africaine présentes dans 46 pays du Conseil de l'Europe. L'un des objectifs principaux d'ADIFE est la paix et le développement sous toutes ses formes. Et nous travaillons au sein de 3 piliers d'action: l'entrepreneuriat, l'employabilité et l'engagement civique. Je ne vais pas prendre le floor un petit peu plus longtemps sur ADIFE. Alors, nous pouvons commencer tout de suite par notre première intervenante, qui est Madame Zainabou Thiam, fondatrice de Smart Ecosystem for Women, cofondatrice de Bouyer et BISAP et manager chez Women in Africa, WIA 54. Alors Zainabou, vous êtes née, vous avez grandi au Sénégal, vous êtes diplômée en biologie médicale, vous avez évolué en France pendant presque 10 ans dans la promotion pharmaceutique et la coordination en santé publique. Après une formation en marketing à l'ESSCA d'Angers, vous avez décidé de retourner sur le continent, dans votre pays d'origine, le Sénégal, pour y évoluer professionnellement. Dès votre retour, vous vous êtes consacré à votre passion, le monde du digital et les nouvelles technologies. Autodidacte dans le domaine, vous vous êtes faite sur place au sein de Nelam Service comme Digital Project Manager et intrapreneur en développant la marque Yai. Vous avez aussi accompagné plusieurs grands groupes dans leur stratégie de communication digitale, de création de communautés et de politique RSE. Votre passion pour le digital vous pousse à cofonder en 2013 Yai.sn, qui est la première plateforme digitale de mamans connectées au Sénégal pour répondre à un besoin d'information et d'interconnexion des mamans. Cette plateforme connaît un immense succès puisque elle finit par toucher un nombre important de femmes au Sénégal. Et alors, vous prenez vos marques comme formatrice par la suite. Alors, j'ai bien conscience que je ne fais qu'effleurer la multitude des initiatives et des actions auxquelles vous avez pu prendre part en tant qu'entrepreneur au Sénégal et vous avez développé depuis le début de votre parcours professionnel. Alors Zainabou, sans plus tarder, j'aimerais vous poser les premières questions qui concernent votre parcours. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le moment qui a été
décisif dans le choix de votre carrière et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix en particulier? Merci beaucoup, Karen. Merci pour cette belle introduction. C'est un plaisir de vous rejoindre et de rejoindre les autres femmes sur cette table ronde pour parler justement d'empowerment. Alors, moi, quels sont les moments clés qui ont défini mon parcours? Je pense qu'en fait, c'est lié aussi bien en fait à notre cheminement en tant que femme et aussi aux rencontres que nous faisons dans la vie. Alors moi, en tout cas, la première grosse évolution sur mon parcours était liée en fait à mes grossesses, et à chaque fois j'avais envie en fait d'allier en fait cette vie professionnelle avec une vie comment dire de maman, voilà, impliquée, engagée. Et il m'a fallu faire des choix pour pouvoir justement allier les deux. Et voilà, cheminer un peu comme ça au fil de l'eau. Ensuite, je pense qu'en fait, il y a beaucoup les rencontres que nous faisons, notamment quand je parle du digital, parce que j'ai eu en fait une grosse partie de ma première vie professionnelle qui était dans un tout autre domaine. Et ensuite, j'ai basculé vers autre chose, le digital. Et maintenant, de plus en plus, la formation et l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et c'est vraiment lié à des rencontres, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont tendu la main, qui ont voulu qu'on fasse des choses ensemble. Et c'est comme cela que les choses se sont faites jusqu'à présent, et ça continue. Non, super, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il est possible que tu nous en dises un petit peu plus sur l'initiative WIA 54 et puis les différents pays dans lesquels vous opérez? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais, au fil des rencontres, donc de petit à petit, j'ai basculé vers le monde en fait du numérique, de tout ce qui est compétences et capacitation en fait des femmes entrepreneurs. Et aussi, j'ai migré tout doucement au fil de mes rencontres vers l'accompagnement et le développement en fait de réseaux de femmes. Et grâce à cette expertise-là, j'ai commencé à collaborer avec Women in Africa, qui est en fait une plateforme de développement économique panafricaine qui soutient en fait l'empowerment des femmes à travers la mise en réseau, à travers des programmes dédiés et à travers des événements de promotion en fait de ces femmes leaders, de ces femmes de haut niveau leaders, et aussi de ces femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, je peux dire que la plateforme Women in Africa est une plateforme internationale, mais avec un réseau extrêmement fort de femmes leaders en Afrique ou de la diaspora. Et à travers nos programmes, par exemple, le programme WIA 54 dont je m'occupe, c'est un programme aujourd'hui qui nous permet d'être présents dans les 54 pays africains, puisque nous accompagnons dans ces 54 pays-là des femmes entrepreneurs avec le soutien, bien sûr, de nos partenaires et de nos mécènes. Très bien, très bien. Alors ici, je vous remercie beaucoup pour ce que vous partagez. Est-ce qu'il y a vraiment un enseignement que vous retirez de votre parcours en matière de mobilisation et de soutien à l'entrepreneuriat au féminin? Oui, alors aujourd'hui, moi, vraiment, le maître mot, c'est la mise en réseau. Je pense que c'est la première richesse dont toute femme entrepreneur, en tout cas, doit acquérir. Le réseau, connaître les bonnes personnes et être connecté aux bonnes personnes. Parce que mine de rien, nous évoluons en fait dans des environnements qui sont assez particuliers en Afrique. On a la problématique de la femme, on revient pas là-dessus. Donc, en plus de cela, on doit développer en fait, au même titre que tous les autres entrepreneurs, hommes ou pas, dans des environnements économiques compliqués, politiques, fiscaux, etc., assez compliqués. Et donc, pour cela, il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer de partenariats. Il faut bien s'entourer de mécènes. Il faut bien s'entourer de mentors. Il faut bien s'entourer de pairs. Voilà. Aussi pour développer des activités transversales qui nous permettent aujourd'hui de nous compléter. Parce que aujourd'hui, clairement, je peux travailler avec une femme. Je suis par exemple dans la mode, mais je peux très bien collaborer avec une femme qui est dans les technologies. Ça permet aujourd'hui le réseau.
voilà, de se compléter sur comment dire, d'apporter chacun en tout cas notre richesse. Et je pense que cette forme de sororité-là, elle est extrêmement importante de l'intégrer en fait dans l'ADN de ce que nous faisons en tant que femmes entrepreneurs et de toujours en fait chercher à être entourée par des femmes qui sont comme nous. Et j'ai envie de dire que quand on a une vision et une stratégie en s'entourant des femmes qui ont le même ADN que nous et qui ont les mêmes visions, on a de fortes chances en tout cas d'y arriver. Donc moi vraiment le maître mot c'est ça, la mise en réseau c'est extrêmement important et ça ouvre les portes à beaucoup de choses, ça crée des solutions à beaucoup de problèmes. Et ensuite, bien sûr, la formation. La formation, tout à fait. Il faut se former, il faut avoir les compétences et quand on ne les a pas, il faut justement, des fois, la mise en réseau permet de trouver des solutions à cela. Quand on n'a pas les compétences en propre, on peut aller chercher cela dans notre réseau et être soutenu convenablement. Donc moi, c'est vraiment ces deux choses-là que je trouve qu'aujourd'hui, sont quand même assez essentielles. Et peut-être la dernière chose, c'est en fait la promotion. Il faut que, je pense que les femmes africaines doivent montrer encore plus au monde ce qu'elles savent faire. Parce qu'elles font, en fait, on parle de l'entrepreneuriat sous une forme moderne qui peut sembler nouvelle, mais en Afrique, les femmes ont toujours entrepris. Toujours, depuis la nuit des temps, elles ont toujours été entreprenantes. Donc, je pense qu'il y a aussi une nouvelle façon de montrer au monde la nouvelle génération de femmes africaines entrepreneurs. Et cette promotion-là, on doit d'abord le commencer par nous-mêmes pour justement créer une émulation et tirer les générations, en fait, les nouvelles générations vers le haut et vraiment occuper l'espace, donner de la visibilité encore plus aux femmes. Et je crois que dans ce sens-là, on est extrêmement engagé à Women in Africa pour cela. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous partagez. Comme vous voyez, nous avons une demi-heure pour partager le parcours de personnalités telles que ces femmes que vous voyez ici. Et c'est vrai qu'une demi-heure, c'est la course contre la montre, excusez-moi. Et puis, on va pouvoir aller plus en détail avec des questions supplémentaires par la suite. Merci beaucoup, Zeynabou, pour votre intervention. Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième intervenante, Zeynabou Tia, qui est CEO de Global Mind Consulting et fondatrice de AAC 55. Alors Zeynabou, vous êtes spécialiste en relations publiques et vous possédez une connaissance approfondie de la communication des organisations. Dans vos activités, vous avez pour ambition la valorisation des acteurs de la transformation économique du continent africain. Vous fondez alors en 2011 votre première agence, Global Emergence, qui est basée entre Washington DC et Paris. Vous avez participé à diverses initiatives clés à l'échelle internationale. Pendant 2 ans, vous avez été responsable de la communication d'un réseau de cadres africains et vous avez joué un rôle actif dans l'organisation de grands événements au Bureau d'information du Parlement européen et à Sciences Po Paris. Vous avez également coordonné le gala du lancement du Festival mondial des arts nègres en France. À l'UNESCO, vous avez intégré la délégation permanente du Sénégal. Vous avez travaillé sur 3 éditions du gala culturel Afrique. Vous accompagnez le personal branding de personnalités politiques en préparant leurs interventions publiques et médiatiques lors d'événements tels que la Transatlantic Minority Political Leadership Conference. Alors Zeynabou, vous avez un parcours qui est très riche et varié et je ne vais pas parler plus longtemps de votre parcours et vous laisser, de par votre expérience et votre expertise, nous expliquer quels ont été vraiment les moments cruciaux et déterminants dans votre vie professionnelle. Zeynabou, la parole est à vous. Déjà, bonjour à tous et puis merci pour ce bel échange. Je suis ravie de... J'ai créé il y a 10 ans le cabinet Global Mind Consulting, qui est parti d'un constat simple, basique, qu'on fait tous aujourd'hui, malheureusement, quand on parle du continent africain. Malheureusement, on en parle encore avec des termes qui sont très peu élogieux. On a tendance à beaucoup nous ramener à des défis démocratiques. On a tendance à beaucoup nous
ramener aux problématiques sanitaires, médicales, le VIH/SIDA, la malaria, et que sais-je. Et quid de la position et du rôle économique des acteurs africains qui sont en train d'occuper le terrain, qui sont en train, cette nouvelle génération de décideurs et d'acteurs politiques, économiques est en train de transformer véritablement la donne parce qu'ils s'impliquent, parce qu'ils s'engagent sur les questions auxquelles font face la plupart de nos pays. Donc c'était ça, Global Mind Consulting. L'objectif, c'est clairement de réussir à valoriser et amplifier la résonance des messages de ces acteurs-là qui sont sur le terrain, de ces femmes aussi, et c'est pour ça que ça fait partie aussi des engagements qui nous animent depuis le début, le fait de pouvoir identifier les femmes entrepreneurs qui font des choses incroyables. On a des sessions de capacity building dans plusieurs pays, et je peux vous assurer qu'on n'en sort pas indemne parce que finalement, on vient pour les accompagner, les former, et on se rend compte qu'elles nous apprennent énormément de choses. Et on se rend compte aussi qu'elles brillent par leur humilité et par leur capacité à oser entreprendre, même quand les contextes sont difficiles, même quand rien ne les prédestine à devenir des chefs d'entreprise, elles osent le faire et elles le font souvent très très bien. Donc ça a été le cas. On a fait ça en Tanzanie, on a fait ça à Entebbe, on a fait ça à Nairobi, et même dans les zones francophones, on voit bien que du Gabon au Sénégal, les femmes sont de toute façon sur ce continent-là de manière historique. Oui. Nous vous avons encore perdu. Sur notre continent sont extrêmement entrepreneurs. Elles entreprennent aussi d'abord parce qu'il y a cette notion de vie. On a la volonté de réussir pour soi-même, l'ambition de réussir pour soi-même, mais surtout pour son entourage, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas au choix. Oui. C'est aussi une nécessité très souvent. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, 29% des postes de cadres sont encore, il n'y a que 29% des postes de cadres qui sont occupés par des femmes sur le continent africain, ainsi qu'il y a encore du chemin à faire parce que au-delà de l'esprit d'initiative et du fait de pouvoir entreprendre, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes impliquées à des niveaux de direction importants dans les conseils d'administration, dans les secteurs qui sont hautement stratégiques comme l'industrie, comme les services, comme les sciences et les mathématiques. Il faut qu'on ait de plus en plus de femmes qui arrivent à s'imposer sur les boards, que ce soit pour les institutions, les entreprises, les organisations et autres. Donc, c'est un peu ça. Pour répondre à ta question, Karen, ce qui a marqué mon parcours, c'est d'abord cette volonté de pouvoir contribuer à faire bouger les lignes sur notre continent et de pouvoir aussi contribuer avec beaucoup d'humilité à faire en sorte de faire entendre ces voix avec un X africaines qui font aujourd'hui des choses absolument magnifiques. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on a pu converser un petit peu déjà et faire connaissance. Et vous avez dit quelque chose qui m'avait vraiment frappée. Et j'aimerais justement que vous puissiez développer votre propos après cela. Vous aviez dit que la sororité est indispensable et réussir seul, ce n'est pas réussir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous en dire plus de ce que vous voulez dire derrière cette si belle phrase. Toutes les dynamiques, toutes les initiatives qui ont réussi sont celles qui ont été portées à plusieurs. C'est le groupe qui fait la force et les femmes aujourd'hui, plus que jamais, doivent être extrêmement solidaires. Quand je dis on ne peut pas réussir seul, la réussite est forcément collective. C'est aussi une invitation à être plus dans les synergies. Parce que moi, je peux ignorer certaines choses et puis ça peut décrocher mon téléphone et dire tiens, peut-être que Donna doit savoir, peut-être que Seynabou qui est actuellement à Dakar et qui est très engagé sur le terrain peut peut-être me renseigner, m'orienter, me donner des inputs. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'est vrai que malheureusement, souvent, on a tendance à considérer que quand on avance, il faut avancer seul, pour avancer bien, pour être leader, pour être aidant. C'est là où je crois qu'on a une vraie carte à jouer. Ça s'impose aujourd'hui plus que jamais. Et je suis vraiment, j'en profite que tu poses ce point-là, pour aussi saluer l'ingéniosité, saluer la générosité de nos femmes africaines
Je crois qu'on a une chance incroyable sur ce continent. On a des femmes qui sont extrêmement fortes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, on sera toutes d'accord pour reconnaître que ce qui nous a aussi marqué dans nos parcours, ce sont nos propres parents. Ce sont nos Tout à fait. C'est notre entourage. Et les femmes qui ont existé et qui sont aujourd'hui, j'allais dire, des devancières, nos devancières. Et elles nous mettent un peu de pression parce que quand on voit qu'elles ont réussi à faire, on se rend compte que on a encore énormément de choses à mener, énormément de combats à mener. Je pense que les gros combats, ceux de l'indépendance économique, politique et sociale, celle de la place de la femme dans nos sociétés. Grâce à elle, on a réussi quand même à beaucoup faire avancer le curseur. Et je crois qu'on a une responsabilité. Et le fait qu'on soit les quatre ici pour discuter de ce thème de l'empowerment féminin montre qu'on a saisi à quel point nous étions aujourd'hui plus que jamais responsables et désireuses de pouvoir apporter notre contribution modeste. Alors, un tout grand merci, Zainab Boudia, pour cet échange et ce partage. Je vais passer à notre troisième intervenante. Aujourd'hui, nous recevons Jocelyne Donat Vitonou, qui est responsable inclusion et diversité chez Airbus France. Et vous êtes également devenue depuis peu responsable du campus Leadership University à Toulouse, qui est le siège social d'Airbus. Sortie majeure de votre promotion d'ingénieur en structure aéronautique composite, vous avez intégré rapidement Airbus et déposé votre premier brevet industriel international. Avant d'occuper le poste de responsable, vous avez été chef de projet et manager dans des milieux technologiques de pointe et surtout très masculins. Vous êtes également connu pour vos nombreuses actions sociales qui visent à avoir un impact sur la société. C'est dans ce cadre justement-là que vous avez reçu le prix en tant que finaliste des trophées Femmes de l'économie Occitanie, dans la catégorie Femmes Innovation sociale. Alors, Jocelyne, vous vous définissez comme étant une Afropéenne engagée. Vous êtes fière de votre parcours et de vos origines béninoises, de votre éducation qui a fait de vous la femme entreprenante et entrepreneur que vous êtes devenue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce qui vous a poussé à choisir cette voie qui est quand même assez atypique, on peut le dire, cette voie professionnelle? Merci en tout cas, Karen, et merci en fait de donner la possibilité de partager ce panel avec des profils complètement divers, mais qui nous rassemblent tout autour de l'empowerment au féminin. Alors, pourquoi je suis allée vers cette voie? En général, quand je discute avec des jeunes, des collégiens ou lycéens, je leur dis que je suis arrivée à l'aéronautique par la couture. Donc, c'est vrai que ça peut c'est pas mal ça. Mais c'est vrai, en fait. J'ai toujours adoré les matières, les tissus. Ma mère a toujours cousu et je cousais aussi, je brodais. Et en fait, j'ai mon prof de physique, c'est aussi simple que ça. Hein. On parlait de mentors, on parlait de personnes et de rencontres. C'est mon professeur de physique, quand j'étais en terminale, qui me dit « Mais Donna, toi qui adores la couture, les matières, etc., tu es bonne en maths et en physique, j'ai un truc pour toi. Écoute, en aéronautique, tu vas t'éclater, il y a plein de matériaux. » Et donc, les structures composites, un terme un peu barbare, hein, à l'époque, c'était pas très, très, très connu. Et du coup, voilà, tout simplement, il m'a orientée, il m'a guidée, il m'a aidée et j'ai pu intégrer une école d'ingénieur, voilà, aéronautique. Très bien, très bien. En tout cas, on voit que la polyvalence est vraiment la spécialité des femmes dans toute sa splendeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos activités à l'extérieur de ce cadre professionnel, votre vie associative, parce que lorsque nous avons pu échanger la dernière fois, vous avez parlé d'un exemple qui m'a vraiment frappée au fait, parce que vous avez vraiment mis en avant la spécificité de l'entrepreneuriat des femmes africaines qui existe depuis la nuit des temps, qui est fort reconnue sur le continent, à part le fait qu'elle n'est peut-être pas aussi professionnalisée qu'on voudrait qu'elle le soit. Vous nous avez donné l'exemple des Nana Benz sur les marchés et en tout cas l'importance qu'elles ont
dans votre vie de par leur spécificité et de la manière dont elles arrivent à bien s'imposer dans des domaines qui sont pas toujours évidents pour les femmes. Non, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai été élevée dans les quartiers dits difficiles en France, hein, et j'ai été élevée avec plus de 20 nationalités différentes. Et j'ai toujours vu autour de moi les femmes donc d'un certain âge s'affairer, toujours trouver des solutions pour pouvoir sortir de leurs conditions. Et je pense que c'est ça qui m'a donné vraiment cette énergie et cette envie, en fait, chaque fois, d'accompagner aussi les autres et de faire qu'à un moment de ma vie où moi j'ai pu réussir, derrière j'ai vu que j'ai réussi grâce à toutes ces femmes-là, à des hommes aussi, mais beaucoup à des femmes, à ces femmes des quartiers qui cuisinaient, qui cousaient, qui s'occupaient de nous. Et pour faire le lien avec les Nana Bands, bon, les Nana Bands, en général, quand on est d'origine africaine ou de la diaspora, on connaît, mais juste pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que ce sont parmi, entre guillemets, les premières femmes d'affaires, en tout cas en Afrique. C'est vraiment leur apogée, ces années, donc démarrage des années 60, juste après la décolonisation pour plusieurs pays d'Afrique, et donc originaires du Togo, et elles ont vraiment réussi à déployer tout un réseau. On parle de network, on parle à devenir influente quelque part, pardon, à devenir influente quelque part dans leur domaine et à installer leur style. Je veux dire, Nana, c'est mère en togolais et en Mina, et Benz, c'est parce qu'elle roulait dans des Mercedes-Benz. Donc c'est beau de voir cet alliage-là. Et il y a du coup plus de 50 ans, vous imaginez, déjà elles étaient là, elles se sont organisées en réseau. On parlait de sororité. Là, clairement, elles étaient vraiment à l'initiative de cela. Et donc, pour faire le lien avec la partie moderne d'aujourd'hui, toutes ces femmes que j'ai vues dans les quartiers, et encore aujourd'hui, elles ont toujours été un peu les outsiders et elles ont toujours réussi à trouver leur place, à se réinventer parce qu'elles n'avaient pas le choix. Et c'est ce qui m'a vraiment drivé pour pouvoir, depuis plus de 15 ans maintenant, accompagner, coacher, driver des femmes, des hommes qui sont issus des quartiers notamment, parce qu'en général, c'est un peu les oubliés en fait. Et grâce à notamment la plupart de ces actions-là, j'ai eu l'honneur d'être ordonnée chevalier de l'Ordre des Palmes académiques pour toutes ces actions qui ont été mises en place. Et donc, comme vous disiez, c'est effectivement des actions à l'extérieur d'Airbus, mais à l'intérieur, j'ai toujours fait le lien et j'ai pu aussi développer des programmes de développement pour des jeunes à l'intérieur d'Airbus. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de dissociation. C'est vraiment comment est-ce qu'on drive, comment est-ce qu'on a un impact sur la société, même en étant simple ingénieur ou manager. On a tous et toute notre carte à jouer dans la société. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de partager cette expérience. En tout cas, on voit que de par votre parcours et la particularité aussi d'être une femme, ça donne cette ambition de faire la promotion de la diversité dans des rôles qui ne sont pas toujours ouverts aux femmes, tout simplement, et à la féminité. Sans plus tarder. À rajouter juste un point, puisque aujourd'hui, j'interviens au titre de la marraine de la charte de la diversité africaine, portée par le club Diaspora Africa, qui est vraiment en train de bouger les lignes. En tout cas, on a fait un partenariat avec Pôle emploi sur la France, et aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'emploi en Afrique, en Europe, faire des ponts. Par exemple, on a plus de 300 offres là actuellement en direct dans plus de 7 pays en Afrique, et on compte vraiment faire changer les mentalités sur l'Afrique, parce qu'en général, l'Afrique, quand on discute avec beaucoup de personnes, on la connaît pour
sa culture, pour sa musique, pour beaucoup d'événements. Mais dès qu'on parle emploi, dès qu'on parle business, eh bien, les stéréotypes sont là. Et moi, la volonté, c'est vraiment de faire en sorte de casser ces stéréotypes-là et de montrer que l'Afrique aussi est capable d'apporter de la valeur ajoutée, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau business. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Donna, pour ce débat, d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et je n'en doute pas que nous aurons encore beaucoup de choses à échanger à la fin de cette session. Merci beaucoup encore. Alors, sans plus tarder, je vais passer à notre dernière intervenante, Madame Douja Garbi, qui est fondatrice et directrice générale de Red Start Tunisie. Alors, Douja, vous avez plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur et manager. Vous êtes ce que l'on peut appeler une serial entrepreneur. Vous avez créé et géré plusieurs entreprises dans différents secteurs, et cela va de l'industrie aux services et au commerce. Vous avez également une expertise en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin et le développement en tant que mentor. Vous êtes active en tant que bénévole au sein de l'association CEDE, donc le Centre d'entrepreneuriat et de développement endogène, que vous présidez. Vous êtes également vice-présidente au sein de l'association internationale Finance participative en Afrique et Méditerranée. Vous êtes membre du réseau WBAF, World Business Angel Forum, où vous êtes devenue sénatrice pour la Tunisie. Vous représentez donc la Tunisie depuis 2018. Vous êtes d'ailleurs membre du comité Global Women Leaders au sein de ce réseau. Alors, Dounia, vous êtes une femme extrêmement active dans vos domaines de prédilection. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'analyse que vous en faites? Quelle analyse vous faites de la place qui est donnée aux femmes? Que peut-on faire pour mieux soutenir les initiatives des femmes? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour me donner l'occasion de participer à ce beau panel féminin. Alors, vous posez la question par rapport à... Vous posez une question à une Tunisienne d'abord qui a le plaisir et qui a le privilège d'être née dans un pays où les droits des femmes sont très avancés. Vous savez très bien que depuis Bourguiba, les femmes, donc elles ont leurs droits, elles ont le droit de voter, elles ont plein de droits, elles sont très actives, elles ont beaucoup participé au développement de l'économie, au développement de la Tunisie, au développement des entreprises, beaucoup de choses qui se font par les femmes, et nous avons le privilège d'être parmi les femmes les plus émancipées un peu du monde, on va dire dans le monde, généralement quand on parle de femmes, on parle de l'exemple de la Tunisie, parce qu'elles sont très dynamiques et on a notre impact, on va dire, sur ce qui se passe en Tunisie. Maintenant, vous allez me dire, nous, on est toujours en train de dire qu'il y a encore du potentiel, qu'il y a encore des choses à faire pour développer les compétences des femmes, pour émanciper les femmes, pour le mot women empowerment, ce qu'on appelle women empowerment d'une manière générale. Tout à fait. Même si on a tous les droits, il y a toujours des freins sociaux, culturels, etc., qui freinent le développement des femmes, particulièrement, comme disait ma collègue juste avant moi, au niveau du business. On peut regarder la femme, elle est dynamique, elle est active dans la société civile, elle est active dans pas mal de choses. On a des femmes qui sont dans des postes importants, etc. Mais quand on vient à l'entrepreneuriat, il y a toujours des freins, il y a toujours des choses on fait de telle manière qu'on lui fait peur, qu'on lui fasse peur, et elle entreprend moins, et c'est très dommage. Moi, j'ai l'expérience de travailler sur le terrain depuis de très longues années pour voir un petit peu comment elle commence quand il y a des formations sur l'entrepreneuriat. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. On trouve beaucoup plus que 50% de femmes qui participent aux formations. Mais au fur et à mesure que ça avance et qu'on doit avancer sur la création et sur réellement la mise en œuvre de l'entrepreneuriat sur le terrain, elles se rétractent, elles sont découragées, on lui fait peur par rapport au fait d'entreprendre, de prendre des risques, de prendre des crédits, beaucoup de choses qui font de telle manière à ce que elle ose moins et elle entreprend moins. Et
Et c'est très dommage. Par contre, en contrepartie, j'ai aussi l'expérience d'accompagner des femmes qui entreprennent. Quand elles entreprennent, elles le font avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation, beaucoup de cœur aussi, beaucoup un côté social, on va dire, très, très profond. Elle est un peu mère de famille au sein de son entreprise aussi. Et donc, elle donne beaucoup de RSE. J'ai entendu le mot tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup dessus. Il y a beaucoup de responsabilités sociétales dans ce qu'elle entreprend. Et en même temps, quand je parle aux banquiers, ils disent oui, on veut bien financer des femmes parce qu'elles payent bien, elles remboursent leurs dettes, elles s'engagent à appliquer. Voilà. Elles s'engagent exactement à fructifier leur investissement. Voilà, donc moi, vraiment, c'est une mission pour moi d'accompagner des femmes. J'y crois beaucoup. Je suis vraiment très engagée dans l'entrepreneuriat féminin, dans le women empowerment, et au point que tout récemment, on a un groupe de femmes, on avait lancé un réseau de business angels pour soutenir l'entrepreneuriat féminin et pour soutenir aussi le financement de projets féminins. L'idée derrière, c'est justement de les encourager à avancer, de les sortir un petit peu de ce milieu qui les tire un peu vers le bas sans le vouloir. Hein. Ça peut être le milieu familial qui n'est pas austère, mais qui est quand même assez conservateur. Défriché. Voilà, qui la pousse pas pour entreprendre, de peur qu'elle ait de l'échec, de peur qu'elle soit déçue, etc. C'est pas méchant, mais c'est vraiment par peur pour elle, mais c'est pas bien parce qu'on ne doit pas avoir peur quand on entreprend, on doit oser et la peur n'a pas sa place là-dedans. Est-ce que justement, en parlant de ce Business Angel, cette initiative au féminin de Business Angel, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Est-ce que vous avez déjà commencé le mentorship en ce sens-là? Et vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité d'un Business Angel au féminin? Alors, encore une fois, pourquoi féminin? C'était une très grosse question. On a travaillé sur le Business Angel. Moi, je suis dans les réseaux de Business Angel depuis un moment déjà. Alors, je me suis rendu compte par l'exercice que ce qu'on faisait aujourd'hui, jusque-là, notamment en Tunisie, c'est d'investir en ce qu'on appelle le love money. C'est-à-dire que là, ça me plaît, il y a un bon projet, un entrepreneur qui en a besoin, on donne l'argent, mais on cherche rien derrière, alors que j'ai découvert au niveau international que ça peut être professionnalisé et ça peut être un moyen de financement alternatif qui est très puissant, qui est très puissant. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est puissant. Alors, aujourd'hui, en Tunisie et ailleurs, moi je travaille aussi dans la région, un peu en Afrique aussi, je vois que très honnêtement, les banques ont beaucoup financé des investissements dans les années 60, dans les années 70. Aujourd'hui, les grandes industries tunisiennes, les grands hôtels, enfin tout le tourisme, etc., étaient basés sur du financement bancaire. Mais aujourd'hui, avec toutes les nouveautés, la nouvelle mouvance internationale, on va plus vers les technologies, vers les services, etc. Et les banques suivent beaucoup moins, ne sont plus dans l'investissement comme on était dans les années 60 et 70, sur l'industrie, sur le matériel, on est plus sur l'immatériel. Et donc, j'ai découvert j'ai vu de par mon expérience internationale en particulier qu'il faut travailler plus dans nos pays sur la finance alternative, sur les autres moyens de financement autres que bancaires. Et je parle de business angel, je parle de crowdfunding, je parle de fonds d'investissement, je parle de beaucoup d'autres moyens de financement qui ont la particularité, ils sont puissants pourquoi? Parce qu'ils ont la particularité de pouvoir à la fois donner de l'argent, mais surtout ce que vous avez appelé tout à l'heure, le mentoring, le conseil, l'accompagnement, l'ouverture de réseau. Et c'est ça le business angel. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je suis allée vers ça, parce que je pense que c'est un outil de financement très puissant qui va au-delà de l'argent. C'est pas seulement le fait de donner de l'argent, mais vraiment d'être dans le projet, même si en conseiller, on n'est pas dans le management certainement, mais on est dans le conseil, dans l'ouverture de réseau, dans les connexions, dans le réseautage, dans le partage d'expériences, enfin, beaucoup de choses qui ont souvent beaucoup plus de valeur que l'argent en lui-même.
Du Tout coup, à fait. on va aller vers l'entrepreneuriat féminin parce que d'abord, nous sommes retrouvés un groupe de femmes et qui partageons la même vision que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. C'est le fait que malgré l'émancipation de la femme, il y a très peu de femmes qui vont vers l'entrepreneuriat par peur, par crainte, elles n'osent pas pour diverses raisons. Et on s'est dit, allez, Business Angel Homme, ça existe. L'entrepreneuriat pour les hommes, c'est pas quelque chose d'étranger. Pour les femmes, on a quand même une bonne marge de manœuvre à faire. Je pense qu'on est à moins de 20% de femmes entrepreneurs en Tunisie, ce qui est vraiment décevant par rapport à ce qu'on a comme opportunité, comme possibilité, comme droit, etc. Et je pense qu'il y a une grosse marge de manœuvre. On peut choisir d'être une niche, de travailler sur les femmes, et ça m'enchante en particulier parce que j'y crois. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. C'est vraiment la promotion de l'entrepreneuriat et le développement économique au féminin. Alors, mesdames, nous arrivons tout doucement à la fin de cette session, de ce talk. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous avez échangé, vos expériences et surtout vos conseils qui, je pense, vont en inspirer plus d'une suite à ce forum. Je suis vraiment chanceuse et très heureuse d'avoir fait votre connaissance et d'avoir pu échanger avec vous ce soir. Alors, il y a quelques mots forts qui sortent de cette conversation et je pense que vous en conviendrez. Il y a le mot de formation. Il faut absolument miser beaucoup sur la formation et la promotion justement de l'entrepreneuriat au féminin via des séances telles que les formations ou tout simplement les mentorships de Business Angel au féminin. Il y a le réseau qu'il ne faut jamais négliger. Grâce au réseau, ça ouvre des portes. Et c'est d'une seule manière, je pense, de réussir l'entrepreneuriat au féminin. Et la réussite doit être collective, comme vous l'avez vraiment dit, chacune à votre manière. La réussite doit être collective afin de changer également le narratif de la manière dont le continent africain et l'entrepreneuriat au féminin est perçu. Je vais conclure sur cette phrase que j'ai pu déjà évoquer un petit peu plus tôt dans ce talk et que l'une d'entre vous a partagé avec nous un petit peu plus tôt. C'est la sororité est indispensable et réussir seul, ce n'est pas réussir. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.